Nous allons parler ce soir du tournoi UFOA BU17, les demi-finales connues. On sera du côté de la Belgique où Hazard a été désigné joueur le plus emblématique de l'histoire des Diables Rouges. Le Bayern, lui, de son côté, nous sommes en Allemagne, a été éliminé de la Coupe par une équipe de deuxième division. Et puis en France, le trophée des champions, c'est le PSG qui l'a emporté devant Marseille 2 contre 1. On en parle avec Henri Akodo de afriqueexpress.net. Bonsoir Henri. Bonsoir Samuel, bonsoir à nos amis téléspectatrices et téléspectateurs. Fin de la phase de groupe du tournoi UFOA BU17. Les 4 équipes qualifiées pour les demi-finales sont désormais connues. Burkina Faso, Niger, Côte d'Ivoire et Nigeria sont donc les équipes qualifiées pour le carré d'as de la compétition. Le Niger s'est défait du Bénin 3-1 avec la disqualification du Togo. Le MENA U17 valide donc sa qualification pour le second tour. Henri Akodo, donc on ne peut pas parler de justement les affiches de cette demi-finale sans évoquer le cas du Togo qui a été disqualifié. Finalement, très clairement, qu'est-ce qu'on reprochait aux éperviers? Contre toute entente, nous avons été tout simplement surpris par cette note qui a été envoyée le dimanche dernier par le secrétaire général de l'UFOAB, M. Bourreima Balima, à la Fédération togolaise de football, lui indiquant la disqualification de cette formation des éperviers U17 pour la suite de cette compétition et annulant ainsi les 2 victoires précédentes que ces éperviers ont obtenues face au Niger en match d'ouverture 2-1 et face au Bénin 3-1. Quand on analyse un peu le communiqué de l'UFOAB, on se rend compte qu'il est reproché au Togo d'avoir violé le règlement de l'article 27, alinéa 4 des statuts de la compétition qui sous-tend en substance que lorsque dans votre sélection, il s'avère que un joueur est inéligible à la suite des tests IRM, imagerie par résonance magnétique, vous êtes disqualifié de la compétition. Voilà un peu le communiqué que l'UFOA a envoyé à la Fédération togolaise de football la fois dernière, le dimanche dernier. Quelques instants après ce communiqué, la FTF, de par la voix, de par une note signée de son secrétaire général, M. Hervé Agbaudan, a contesté cette décision de la commission de l'UFOA B qui disqualifiait le Togo. La FTF avait jugé cette décision d'illégitime et donc elle attendait la décision notifiée de la part de cette organisation sous-régionale et de la CAF. Et quelques minutes après, on a vu également le communiqué qu'a envoyé la CAF, notamment la commission d'organisation des compétitions cadettes, des compétitions U17 de la CAF à la FTF, confirmant ainsi la décision qui a été prise par l'UFOA B de disqualifier le Togo. Maintenant, voilà un peu les faits qui sont reprochés au Togo. Maintenant, sur la forme, est-ce que cette décision-là qui a été prise par l'UFOA B, est-ce que cela est réglementaire? Est-ce que cette décision-là respecte un peu la légalité au niveau de cette compétition? Au niveau, est-ce que ça respecte les règlements et statuts de la CAF concernant l'organisation de ce tournoi des moins de 17 ans? Quand on veut analyser les choses en profondeur, on se rend compte que cela ne respecte pas véritablement cette réglementation, tout simplement parce que la commission d'organisation n'est pas habilitée à pouvoir prononcer ce genre de décision, à pouvoir prendre ce genre de décision qui est grave, allant même à la disqualification d'une sélection qui participe à une compétition de la sorte. Parce qu'il faut préciser que selon les règlements et statuts de la CAF, pour prendre une telle décision, cette décision-là, il y a 2 organes qui sont compétents pour pouvoir prendre cette décision. Il y a le jury de la CAF ou soit la commission de discipline de la CAF. Et maintenant, à ce niveau, c'est la commission d'organisation qui, sur la forme,
a pris cette décision, c'est-à-dire la commission d'organisation de l'UFOA-B qui organise cette compétition, c'est elle qui a pris cette décision sans même tenir une réunion d'urgence avec le comité d'urgence, sans même signer de procès verbal pour une telle décision. Et on prend cette décision-là en catimini, et c'est le secrétaire général qui a signé cette décision, alors que nous avons le président de cette instance, qui n'est autre que le président de la FENIFOOT, la Fédération nigérienne de football, le colonel Djibrila Amidjou Irma, alias colonel Pelé, qui est le président de cette instance. Mais on n'a pas vu les traces de ce président-là pour notifier une telle décision grave au Togo. Mais c'est le secrétaire général qui a envoyé cette note-là. Donc, sur la forme, il y a un problème, il y a vice de procédure. Sur le fond également, il faut préciser que en novembre 2020, la compétition devait être organisée dans cette période. À cause des conditions, des restrictions liées à la crise sanitaire, les autorités togolaises n'ont pas donné l'autorisation pour pouvoir organiser cette compétition. Et elle a été tout simplement reportée. Et donc reportée pour débuter le 5 janvier passé. Mais avant ça, la plupart des sélections ont eu à faire leur test IRM. Et selon les règlements, lorsque vous faites votre test IRM, la CAF devait envoyer un médecin assermenté pour vous assister, pour voir si les choses se sont faites dans les règles de l'art. Le Togo a fait la sélection togolaise a fait cette test IRM en novembre au niveau de la clinique Hôtel Delhi. Et quand on regarde un peu les résultats issus de ces tests IRM-là, le stade 5, c'est le stade optimal. C'est-à-dire que si vous dépassez le seuil du stade 5, vous n'êtes plus éligible pour participer à la compétition. Moi, j'ai eu la chance de regarder un peu les résultats de ces tests-là qui ont été validés par des médecins togolais. La plupart des joueurs togolais sont en bas du seuil 6 qui rend inéligible un joueur. C'est-à-dire que le plus grand, le plus âgé des joueurs togolais est au stade 5. Vous avez les stades 4, les stades 3. Maintenant, le Togo a envoyé des lettres, des courriers à la CAF pour demander à ce que le médecin assermenté puisse venir également attester de la fiabilité de ces tests. Ces médecins-là ne sont jamais venus. La fédération a, à plusieurs reprises, relancé le processus sans succès. Maintenant, à la veille de la compétition, le médecin, professeur Maïga, le Malien, il débarque à Lomé et il a envoyé des photos, des captures d'écran à une commission, à la CAF, la commission médicale de la CAF. Et donc, selon les indiscrétions, c'est cette commission-là qui a interprété finalement les résultats qui ont été attestés par les médecins togolais, autrement en disant que 2 joueurs togolais ne sont pas éligibles pour participer à cette compétition, alors que jusqu'à cet instant T, on n'a même pas des informations assez précises sur ces joueurs-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de décision notifiée, justifiée par la CAF à la FTF. Donc c'est à juste titre qu'aujourd'hui, la FTF proteste avec véhémence, avec vigueur contre cette décision qui est jugée d'arbitraire. C'est une décision arbitraire, il ne faut pas avoir la langue de bois, il faut le dire clairement. Et donc, au niveau des autorités togolaises, notamment de l'instance faîtière du football togolais, il veut utiliser les voies de recours nécessaires pour pouvoir véritablement casser cette affaire, casser cette décision-là de la CAF qui a posé un tort inimaginable à ces jeunes gamins qui ont commencé par faire des exploits et à tout le peuple togolais. Justement, est-ce qu'il y a, par rapport à ce que vous décrivez, on peut se dire qu'il y a bon espoir que ce recours aboutisse, mais pour quel résultat finalement? Une question très pertinente. D'aucuns se posent la question si demain la commission de recours, la commission d'appel de la CAF donne raison au Togo et casse cette décision-là, est-ce que la compétition va être reprise? Bien évidemment, dans la pratique, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, c'est ce qui est déplorable. Quand vous regardez un peu dans la jurisprudence, lorsqu'il y a une telle
à faire, en principe, on laisse la compétition se dérouler et la commission habilitée à prononcer une telle décision se réserve le droit de pouvoir donner la décision par la suite. Et si vous êtes incriminé et si vous êtes épinglé, vous êtes tout simplement, on annule tout simplement vos résultats. Ouais. Sauf que ici, on a fait rapidement de pouvoir laisser passer, de disqualifier le Togo et de permettre à d'autres sélections, notamment le Niger. Le Niger doit sa place au demi-finale à cause de la disqualification. Bien évidemment, c'est le Niger. Le Niger de qui? Le Niger du colonel Djibrila Amidou, Irman alias colonel Pelé. Suivez un peu mon regard. Maintenant, ici, est-ce que derrière, si le Togo a raison, si on donne raison au Togo, sur la base des arguments juridiques, est-ce que la compétition va être sera reprise? Non, je ne pense pas. Tout simplement, ce que le Togo peut espérer dans cette affaire, c'est un dédommagement. Au-delà du fait que l'honneur du Togo sera lavé, si d'aventure la commission de recours de la CAF donne raison au Togo, c'est que le Togo sera tout simplement dédommagé parce que plusieurs torts psychologiques, mais également économiques, ont été causés au Togo suite à cette décision-là que je qualifiais d'injustifiable de cette commission de la CAF. Alors, en tout cas, la compétition, elle, se poursuit. Les demi-finales s'annoncent. Burkina, Nigeria et puis Côte d'Ivoire, Niger, ça promet. Ce sont de très belles affiches. En tout cas, quand vous regardez un peu depuis le début de la compétition, ces 4 équipes, ce sont de très belles équipes. La première demi-finale qui va opposer le Burkina Faso au Nigeria, je pense clairement que le Burkina Faso part avec la faveur des pronostics, de par le jeu qu'ils ont eu à développer, de par leur solidité défensive. C'est une équipe qui a encaissé que 2 buts dans cette compétition pour l'instant et a marqué 5 buts. C'est une équipe joueuse, c'est une équipe constituée des joueurs très virevoltants. Gaussou Diakité qui a déjà marqué un doublé dans cette compétition, sans oublier également Abdoul Ouattara, auteur d'un doublé face au Bénin dans leur première rencontre. Le Burkina Faso, c'est quand même cette nation de football là qui travaille au niveau des catégories de jeunes depuis plusieurs années. Ils ont de très bons centres de formation, Raïmo et Salitas, et on est en train de voir les fruits sur les terrains. Ils ont leur sélection nationale U20 qui va participer à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie en Mauritanie en février prochain. Et cette équipe-là, je pense qu'elle a quand même les armes nécessaires pour faire douter les Green Eagles du Nigeria qui doivent leur qualification, en tout cas à cette défaite inattendue des Black Stars du Ghana face à la Côte d'Ivoire, 3-1. Le Nigeria, avec 1 point en 2 matchs, se qualifie pour les demi-finales. Je pense que en tout cas, c'est quand même une rencontre, ça sera une rencontre très ouverte, mais cette formation burkinabé part avec la faveur de pronostic, de par ce qu'elle nous a montré depuis le début de la compétition, et de par également ce que le Nigeria a montré, une équipe timide, complètement désœuvrée. Le Nigeria a joué contre nature face à la Côte d'Ivoire et au Ghana, et donc je pense que logiquement, le Burkina Faso part favori, mais nous sommes dans le foot. Tout peut encore arriver. Maintenant, la deuxième demi-finale entre le Niger et la Côte d'Ivoire, je pense qu'à ce niveau-là, ça sera âprement disputé, même si les éléphantins de la Côte d'Ivoire sont aujourd'hui l'une des plus belles équipes de la compétition. C'est une équipe constituée de jeunes joueurs issus des centres de formation du Racing Club d'Abidjan et d'Axec Mimosa d'Abidjan, des jeunes joueurs, Sindou Kone, Don Cédric Emmanuel, Abdoulaye Diré, ils sont nombreux, ces individualités-là, ivoiriennes, mais qui se font dans le collectif mis en place par le sélectionneur national, Dao Lassina. C'est une équipe également très joueuse qui est capable de se retrouver aux abords de la surface de réparation adverse en 3 passes, le jeu de transition. Leurs latéraux participent beaucoup à l'élaboration du jeu offensif. Ils auront leur carte à jouer, mais il ne faut pas oublier également cette équipe nigérienne qui n'a pas encore dit son dernier mot. Elle a battu le Bénin 3-0 lors de sa dernière rencontre. Peut-être que c'est une équipe qui va monter en puissance dans cette compétition avec un entraîneur expérimenté, François-Frédéric Acosta. On aura droit à des demi-finales assez plaisantes et ouvertes.
Deuxième sujet, la Belgique, très rapidement, on va parler donc d'Eden Hazard. Il a été désigné joueur le plus emblématique de l'histoire du football belge par les supporters lors d'un sondage organisé à l'occasion de la célébration des 125 ans de l'équipe. Selon le site internet de la fédération, Hazard, 30 ans, a obtenu 10,6% des suffrages devant Vincent Kompany, 9,4% et Kevin De Bruyne, 9,1%. Hazard, au niveau des Belges, est-ce que ça se confirme, ce sondage? C'est un joueur emblématique? Clairement, c'est un joueur emblématique quand on regarde un peu ce que Eden Hazard a fait depuis qu'il évolue dans la sélection belge. Il faut rappeler que cette sélection belge, elle a commencé par monter en puissance à partir de ces 5 dernières années, parce que c'était une équipe, à part l'exploit qu'elle a créé en 1984 à la Coupe du Monde en 1986, j'allais dire, avec les joueurs comme Enzo Scifo qui ont réussi à hisser la Belgique en demi-finale pour la première fois de leur histoire. C'est une équipe qui avait disparu de la carte avec cette humiliation l'a subie à la maison lors de l'Euro co-organisé par les Pays-Bas en 2000, où la Belgique a été éliminée au premier tour de la compétition, une première fois pour une équipe qui organise une telle compétition. Donc derrière, les autorités belges ont mis en place des structures de formation, ils ont formé des formateurs, ils ont mis en place des infrastructures, et derrière, on a commencé par voir des résultats à partir des Jeux Olympiques 2008, où les Eden Hazard, les Moussa Dembélé, tous les autres ont commencé par sortir la tête de l'eau. Donc c'est quand même un joueur qui incarne un peu la rédemption de ce football belge-là, qui était en perte de vitesse depuis quelques années. Et donc, Eden Hazard, c'est à justice qu'il remporte ce trophée. Il faut préciser rapidement que c'est un jeune de cette région de la Wallonie, la région francophone de la Belgique, né à Louvren, dans une famille passionnée de football. Un papa qui est un ancien footballeur professionnel, Thierry Hazard. Sa maman également était une ancienne footballeuse professionnelle, Karine Hazard. Il a même son jeune frère, Thorgan Hazard, qui évolue aujourd'hui au Borussia Dortmund. Il a commencé très tôt au FC Tubize avant d'être repéré par les recruteurs de Lille en France. Il a été formé. Et à 16 ans, il a intégré l'équipe réserve de Lille avant de pouvoir intégrer l'équipe professionnelle. Il a remporté la Ligue 1 avec cette formation lilloise avant d'être recruté par Chelsea. Et en 2000, lors de la saison 2018-2019, il faut rappeler qu'il a fini meilleur joueur du championnat de la Première Ligue avec 15 buts marqués et 16 passes décisives en 37 matchs. Il a remporté la Première Ligue anglaise avec la Belgique. Il a participé, bien évidemment. Il a amené la Belgique à la demi-finale de la Coupe du Monde 2018 en Russie, battu par la France en demi-finale 1-0. C'est un joueur virevoltant qui est capable d'organiser le jeu. C'est un joueur qui est très fort dans les situations d'un contre un. Il élimine facilement avec cette dextérité, cette fulgurance. Mais le quiproquo un peu, au-delà de ses bons statistiques avec la Belgique, 32 buts en 106 sélections. Le quiproquo aujourd'hui pour Eden Hazard, c'est sa forme actuelle. Un Eden Hazard qui est devenu fantomatique depuis son transfert de Chelsea au Real Madrid. La saison dernière, c'était des blessures à répétition, au tendon d'Achille, aux ischio-jambiers. Cette saison également, il a mal entamé la saison avec des petits pépins physiques. 10 matchs, 2 buts seulement. Hier, face à l'Atlético Bilbao, lors de la demi-finale de la Supercoupe d'Espagne, on a vu un Eden Hazard fantomatique qui n'est pas en confiance, qui n'arrive pas à retrouver sa vitesse de croisière. Est-ce qu'il va pouvoir se régénérer au niveau du Real Madrid? Voilà un peu la grosse interrogation, ce qui est un peu est la tache noire dans sa carrière. Il a 30 ans aujourd'hui, mais clairement, je pense qu'il est le joueur emblématique de la sélection belge, même si d'aucuns pourront penser que Enzo Scifo, qui a eu à qualifier la Belgique pour la demi-finale lors de la Coupe du Monde 86, ou soit son actuel coéquipier Kevin De Bruyne, qui évolue à Man City, d'aucuns pourront penser que ceux-là méritent également ce titre, mais clairement, je pense que de par ses qualités de leader, ses qualités techniques et de finisseur également, Eden Hazard mérite amplement de pouvoir emporter ce titre dans le royaume belge. Autre sujet, nous sommes toujours en football au niveau de l'Allemagne. Le Bayern de Munich aussi peut traverser des périodes compliquées.
Insatiables, on se le rappelle, la saison dernière, les Bavarois ont été éliminés en 16e de finale de la Coupe d'Allemagne mercredi par la modeste équipe de deuxième division, les Holstein Kiel. 2 buts partout durant la rencontre et 6 tirs au but marqués contre 5 pour les Bavarois. C'est incompréhensible, mais c'est arrivé. Même si le football est un jeu qui se repose sur des valeurs cartésiennes et scientifiques, le football nous réserve également des surprises. Voilà ce qui fait même la beauté de ce sport populaire, ce Bayern de Munich exceptionnel, flegmatique, impituable face à ses adversaires la saison dernière, qui a remporté 5 titres majeurs, tous ces titres qui vient d'être éliminé par un club de deuxième division, le club de Kiel en Allemagne, dans ce deuxième tour de la Coupe d'Allemagne. C'est quand même formidable, c'est quand même exceptionnel, c'est surprenant, j'allais dire, puisque c'est quand même une équipe bavaroise qui a encore bien débuté cette saison, qui est leader de la Bundesliga, même si elle a engrangé une défaite lors de la dernière journée dans ce championnat face au Borussia Mönchengladbach, face à cette formation de Kiel de la deuxième division allemande. Ils ont bien entamé la rencontre en ouvrant le score par l'entremise de Serge Gnabry avant l'égalisation de cette formation de Kiel, et derrière le Roi Sané a marqué son deuxième but, mais les joueurs de Kiel ont égalisé. Dans les tirs au but, le Bayern de Munich est tombé. C'est dire que le football également est fragile. L'équilibre est fragile dans le football. Vous pouvez beau avoir les meilleurs joueurs, de très belles individualités, une équipe avec une force collective assez exceptionnelle, mais face à certains adversaires qui en veulent plus que vous, dans un match de football, vous pouvez tomber tout simplement. C'est dommage pour la bande à Hans-Dieter Flick, mais je pense que cela n'affectera en rien cette équipe qui a d'autres grands objectifs, celui de pouvoir remporter encore une fois le championnat cette saison pour la 9e fois consécutive, et pourquoi pas la Champions League. Il faut préciser qu'ils sont tenants de titre dans cette compétition, qui s'appelle la Pokal en Allemagne, double tenant du titre d'ailleurs. Cette fois-ci, ils ne pourront même pas disputer les phases de 16e de finale. C'est tout simplement surprenant. Dernier sujet, la France. On parle donc du trophée des champions. Le We Are the Champions de Queen qui résonne dans le stade Bollert durant quelques instants. Des embrassades, des sourires et un nouveau coach soulevé dans les airs. Les Parisiens étaient visiblement très heureux à l'heure de célébrer leur victoire lors du trophée des champions face à l'OM 2-1. C'était mercredi dernier à Lens. Eh bien, on peut dire que pour Mauricio Pochettino, qui a repris la sélection, enfin le club français, ça lui réussit, hein, ses débuts. Effectivement, il était qualifié d'éternel loser, parce que au-delà de ses qualités d'entraîneur, au-delà de sa capacité à pouvoir inculquer de très belles choses sur le plan tactique à ses équipes qu'il a eu de par le passé, Southampton, l'Espagnol, Barcelone et Tottenham, il a toujours perdu des finales, il n'a rien remporté en 10 ans de carrière, et en 3 matchs, il vient de remporter un trophée en France, c'est-à-dire qu'il a des débuts idylliques avec la sélection parisienne dont il vient de prendre la charge tout récemment face à cette formation marseillaise la fois dernière. Le Paris Saint-Germain, même si dans le jeu c'est encore très perfectible, a quand même assuré l'essentiel grâce à des attaquants qui ont été efficaces et cliniques. Mauro Icardi et Neymar sur penalty. Et même si Payet a réduit le score, c'était anecdotique, puisque le mal était déjà fait. C'est très bien, c'est tout bénéf pour Mauricio Pochettino, qui avait besoin de la confiance pour pouvoir véritablement porter cette formation parisienne au firmament du football européen. Merci beaucoup, Henri Akodo. C'est moi. On va marquer la pause et on revient juste derrière pour regard croisé.